Donc, c'est parti. Donc, la première partie, c'est la data chez Aircall. Donc, Edouard, peut-être dans un premier temps, effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être sur Aircall pour ceux qui ne connaissent pas, puis sur la data chez Aircall, votre vision, comment vous êtes organisé? Est-ce que tu me laisses dire 2 mots avant de commencer? Je voulais juste te Ouais. remercier pour l'invitation, te dire que j'aimais beaucoup ton podcast, que j'écoute, quasiment tous les épisodes, peut-être que j'ai dû en louper 1 ou 2 maximum, je trouve le format trop cool et le format du webinaire encore plus cool, parce que je trouve que ça manque. C'est une occasion unique de donner la parole, aux personnes qui font la donnée au quotidien, beaucoup plus qu'une version, un peu édulcorée comme on peut avoir sur beaucoup de podcasts aux États-Unis où on a beaucoup de messages commerciaux. Et en plus de ça, je suis très fier de l'équipe, de la valeur qu'on produit chez Aircall et je vais essayer de m'arrêter de parler maintenant pour faire en sorte de leur laisser un maximum de temps de parole par la suite. Génial. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup pour le podcast et je suis ravi de vous recevoir justement un peu pour lancer, même si c'est la deuxième édition, c'est encore le début, mais pour lancer ce nouveau format du webinar. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais? OK, on avance alors. Tu vas à la slide suivante? Très rapidement, je pense que c'est important d'avoir un peu de contexte, sur ce que notre environnement de travail, sur ce que c'est qu'Aircall. C'est un outil B2B, donc c'est pas forcément, un outil que tout le monde utilise au quotidien. J'ai vu que tu avais fait il y a une première édition avec Blablacar, qui est beaucoup peut-être plus facile d'accès. Donc Aircall, c'est, un système de téléphonie pour entreprises, principalement à destination des PME qui en fait est connecté à l'ensemble de tes outils de productivité. Donc c'est connecté à ton helpdesk, c'est connecté à ton CRM. Par exemple, tu as la possibilité de passer un appel avec Aircall, d'avoir les informations qui vont s'afficher sur ton client, de pouvoir également contextualiser, de pouvoir loguer directement l'information du fait que tu aies pu passer un appel directement dans ton CRM, etc. En termes de contexte aussi, donc Aircall, on parle d'une scale-up qui a le statut de Centaure. Donc on a dépassé il y a quelques mois maintenant les 100 millions d'ARR. C'est une boîte qui est très internationale, qui a une croissance assez forte, beaucoup d'intégration. Aujourd'hui, on est aux alentours de 800. Et je pense que ce qui fait la spécificité d'Aircall, c'est le spread international. Donc on fait 15% de notre chiffre en France. On a 6 bureaux un peu partout dans le monde. Le deuxième, c'est qu'on est sur un marché PME. Donc pour faire notre chiffre d'affaires aujourd'hui, on adresse un portefeuille de plus de 15 000 clients, ce qui apporte beaucoup de diversité dans la donnée qu'on utilise au quotidien. Et on parle d'un outil qui a un très fort usage. Donc quand tu es un agent support, par exemple, que tu vas utiliser Aircall pour appeler ou pour recevoir des appels de tes clients, mais en fait, Aircall, ça va être l'outil que tu vas utiliser le plus au quotidien et ce qui fait que, toi, en tant qu'agent, tu vas générer beaucoup de données quand tu vas cliquer sur décrocher l'appel, quand tu vas faire une prise de notes, quand tu vas loguer l'information dans ton CRM, et cetera. Et ce qui rend en fait toute cette information présente assez riche, pour une équipe comme la nôtre. Si tu vas à la slide suivante, je vais très rapidement essayer de vous donner un petit peu de contexte aussi sur l'historique de l'équipe data. Donc c'est une équipe qui a été créée en 2017. J'étais pas encore là. Moi, ça fait depuis 2019 que je suis chez Aircall. Donc qui a été créée avec surtout un premier objectif qui était de structurer les métriques qui étaient présentées aux investisseurs. Donc des métriques comme le MRR, comme la mise sous contrôle de nos chiffres de croissance, pour créer ce qu'on appelle des data rooms, lorsque tu lèves des séries A, des séries B, etc. Et l'opérationnalisation d'un data warehouse, donc autour de Redshift et un scheduler Airflow. La deuxième partie, donc c'était, on va dire, l'étape de scaling où en fait on a fait grossir l'équipe. Moi je suis arrivé pour structurer l'offre de l'équipe et la faire grossir chez Aircall. Hem, où en fait on a commencé à verticaliser le scope des analystes avec la création d'une équipe product analytics. On a consolidé des éléments
fondamentaux comme le tracking, comme les métriques dans la majorité des verticales importantes, qui permettent aussi du coup de commencer à avoir des discussions intéressantes avec nos stakeholders internes, et la création d'analytiques aussi dans le dashboard pour les clients. On arrive à une étape d'enablement où en fait l'objectif c'est de commencer à capitaliser sur ces assets qui ont été construits. Donc amélioration de l'autonomie des analystes avec ce qu'on verra un peu plus dans le détail avec Tanguy, une moderne data stack autour de l'ingestion, de DBT, d'outils de reverse ETL, d'observabilité, etc. La traduction des résultats également en termes de process et de collaboration avec d'autres équipes, avec des équipes opérationnelles, ops et système, qui vont nous aider à avoir encore plus d'impact. Et également la standardisation de l'accès à la donnée à travers Looker, qui est aujourd'hui l'unique point, enfin pas l'unique, mais le principal point de contact de l'ensemble d'Aircall à la donnée. Aujourd'hui, on se projette, donc aujourd'hui, par rapport à Looker et par rapport à cet usage, on a un usage assez fort de nos assets de données. On propose beaucoup de produits en interne à une grande diversité de stakeholders. Maintenant, se pose une question de faire scaler ce modèle. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une gouvernance autour de la donnée, une gouvernance autour de ces métriques, autour de leur usage, et comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser encore notre approche. Donc comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser nos outils, une moderne data stack, ok, mais what's next? Comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser les processus, et comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser notre approche de génération d'insights? Si tu vas à la slide suivante, je n'ai pas accès au chat, je pense, Robin. Si je répondrai aux questions à la fin. Si on va à la slide suivante, comment est-ce que ça se matérialise dans nos chantiers pour 2023? Donc notre vision, c'est qu'en fait, on est que la seule manière de devenir le meilleur service de téléphonie pour PME dans le monde, c'est d'exploiter de manière assez forte la donnée. Notre mission, c'est de nous assurer que tous les employés d'Aircall soient des analystes et aient accès à de l'information et à des insights. Notre objectif, c'est réussir à entamer cette transition d'un mode data progressive où la donnée est infusée dans les équipes à un mode plus structuré, comme on l'a vu juste avant. Et notre stratégie, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer de l'enablement à la gouvernance, comment est-ce qu'on arrive à accélérer l'usage de la donnée en dehors de l'équipe et en dehors des analystes, sous contrôle, et comment est-ce qu'on arrive à créer une machine à générer des insights pour ne pas travailler de manière ad hoc. Si vous avez eu l'occasion d'écouter un premier podcast que j'ai pu faire avec Robin, qui expliquait un petit peu quel était notre modèle, qui nous permettait de faire scaler l'usage de la donnée chez Aircall. Mais en fait, cette idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la même chose sur la génération d'insights également. Et les tactiques sont distribuées à travers nos 4 verticales que je présenterai juste après. Donc ça, c'est un petit peu où on en est. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter notre organisation, comment on est structuré, et également les différents choix de rôles et responsabilités qu'on a fait dans l'équipe, et notamment le rôle central et clé du data analyst. Ça c'est moi. On reporte au CFO. Donc en fait, on a une équipe de service pour l'ensemble d'Aircall. Mon manager direct est Chief Information and Security Officer, ce qui nous permet d'avoir une force de frappe plus importante avec des équipes système, IT et sécurité, et d'avoir une offre qui soit globalisée et centralisée, et pas uniquement limitée à la proposition de valeur à partir de la donnée. Ça arrive assez régulièrement dans des entreprises de notre taille et de notre maturité, de se poser la question: est-ce qu'en fait, la réponse c'est un dashboard Looker, ou est-ce que c'est une information qui doit être disponible dans les systèmes? La consolidation de cette équipe-là, ça permet de répondre de manière assez saine à ce type de questions-là. Ce qui n'est pas dans notre scope, si tu cliques aujourd'hui, c'est la création de product features. Donc, dans la timeline, vous avez pu voir que c'est un service qu'on a pu proposer par le passé. Il y a quelques années, on a décidé de faire une scission claire en disant, en fait, on a 2 problématiques. On a une problématique de productivité interne, on a une problématique de création de features, et ce sont 2 métiers qui sont différents. Même si en fait,
Dans les 2 cas, on va exploiter de la donnée. Et ça, c'est l'organisation de l'équipe. Donc on est organisé en 4 sous-équipes. Une équipe Product Analytics qui est en termes de taille la plus importante, qui est travaillée avec les équipes product, sur la création de features. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre et à améliorer la qualité des features et la qualité des appels. Ensuite, il y a un deuxième bucket qu'on peut appeler business, qui est séparé en 2, une partie customer analytics. Marie vous présentera un petit peu plus dans le détail des exemples de projets. Une partie go-to-market et revenus pour contrôler et impacter les flux de revenus et de rentabilité. Et une équipe data engineering qui est symbolisée par Tanguy, qui expliquera un petit peu plus dans le détail la stack data d'Aircall. C'est cette idée de verticalisation. Il y a un élément qui est important, qui est, je trouve, un peu différenciant dans notre approche et dans notre organisation, c'est le rôle du data analyst. Il est extrêmement autonome dans sa capacité à générer de la valeur pour les équipes avec lesquelles il travaille. C'est un petit peu schématisé pour être capable de vous expliquer, mais on a différents scopes et on a différentes thématiques de l'ingestion, storage, modeling, insight, framing qui permettent d'aller de la data jusqu'à la génération d'insights. Si tu cliques, la première particularité du data analyst, c'est qu'il est verticalisé. Pourquoi est-ce qu'il est verticalisé? Parce qu'on pense, et on est même certain, que la clé de la valeur qu'il est capable d'apporter, il est dans la collaboration avec ses stakeholders. Donc il doit être capable de comprendre le business, il doit être capable de connaître les besoins de son stakeholder, et il doit être capable de gérer la relation avec les équipes avec lesquelles il travaille. C'est pas possible en tant que data analyst d'apporter de la valeur si tu ne connais pas la fonction que tu sers. Le deuxième point, c'est qu'il est full stack. En fait, le data analyst, on lui donne la possibilité d'aller de manière autonome de l'ingestion jusqu'à l'insight, de manière autonome. Parce qu'on a un set de technologies qui vont lui permettre d'abaisser la complexité technique, de le faire. Et en plus, on est assez exigeant avec les profils de data analyst. On parle du coup de personnes qui vont à la fois discuter avec des stakeholders bien plus seniors et à la fois avec et à la fois de devoir gérer la complexité technique. Le troisième élément, si tu cliques, c'est qu'il est pragmatique. Donc en fait, dans la génération d'insight, il ne va pas prendre en main la responsabilité de l'ensemble de la génération d'insight. Il va essayer de faire en sorte que les équipes aient un minimum d'autonomie eux aussi pour que lui, en tant que data analyst, il puisse se focaliser sur ce qui fait sa valeur pour l'organisation, c'est-à-dire la capacité d'exploiter la donnée de manière un peu intensive. Et pour finir, si tu recliques à nouveau, il y a un quatrième élément qui est que il est supporté sur la partie technologique par les data engineers dont l'objectif est de mettre en place une plateforme et des process qui conviennent à un data analyst. Donc donc son user et son persona numéro 1, c'est le data analyst qui doit être capable d'utiliser l'ensemble de nos technologies en autonomie. Et je pense que la transition est bonne avec la suite qui est la stack. Si vous avez des questions, je pense que j'ai beaucoup parlé aussi. Non, non, t'inquiète. Effectivement, on est à 15 minutes, donc on va passer assez rapidement à la suite. Je vois pas de questions remonter de mon côté dans le chat. Peut-être juste un petit mot pour dire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Pas de questions. Alors, j'ai vu que Louis, tu précisais qu'il y a un autre live qui s'était lancé. Je crois que c'est corrigé. Et bonjour, est-ce qu'il aura un replay? Peut-être. Je ne me prononce pas. Et alors sinon, je vois pas de questions. Moi, j'ai juste une petite question peut-être avant de passer à la suite. Ouais. Je ne sais pas si tu la vois venir parce que je t'en ai déjà parlé, parce que je trouve ça vachement intéressant, la manière dont vous avez mis en place le rôle de data analyst. Donc, je comprends bien, effectivement, c'est un data analyst qui est full stack, qui intervient sur toute la chaîne, et finalement, qui est un petit peu, qui est effectivement très particulier et différent par rapport un peu à
au choix que font pas mal de boîtes de s'orienter plutôt vers un modèle analytics engineer où ils vont bien cloisonner l'analytics engineer qui s'occupe de la modélisation versus le data analyst qui, eux, vont être plus business et vont moins avoir à gérer la modélisation. En fait, ma question, elle est un peu double. C'est finalement, est-ce que le retour sur investissement, enfin, je suppose que oui, hein, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il est bénéfique par rapport à la difficulté à former tes équipes à être bons sur les 2 sujets, donc aussi bien sur l'aspect modélisation que sur l'aspect business? Et 2e chose, est-ce que aussi ça ne devient pas un risque un peu, dans le futur, de t'assurer d'être capable de trouver des profils comme ça? Parce qu'ils sont peut-être plus rares, voilà les entre guillemets «les moutons à 5 pattes», tu vois? Donc les former en interne, OK, mais le jour où tu as besoin absolument d'en trouver sur le marché, est-ce que ce ne sera pas compliqué? Un peu ça, mais et en Hem, 1 ouais, minute. ouais, j'ai 2 manières de répondre. La première, est-ce que c'est bénéfique en termes de vélocité? On parle pas de la même, du même ordre de grandeur. Le data analyst, en fait, il comprend le besoin, il va modéliser sa donnée par rapport à son besoin, il comprend les priorités de l'équipe avec laquelle il travaille et il va pouvoir délivrer un projet de manière beaucoup plus rapide que s'il devait attendre qu'un data engineer lui fasse une modélisation qui lui permette, ou un analytics engineer dans ton cas, faire une modélisation de données qui lui permette de pouvoir commencer à travailler. Donc ça, c'est le premier point en termes de vélocité par rapport à un niveau de maturité où en fait aujourd'hui on ne parle pas d'un asset de données qui est extrêmement mature et qui a fait ses preuves sur des dizaines d'années. En termes de vélocité, tu gagnes beaucoup. Le 2e point, c'est que, hem, il faut comprendre également, dans quel univers tu te places. Et nous, notre contexte de travail, c'est très forte, croissance, mais aussi beaucoup d'agilité. Donc, tu dois avoir beaucoup d'agilité. Les équipes grossissent, on recrute, on seniorise les équipes et en fait, ce modèle-là te permet d'une certaine manière d'être, également business partner, d'accompagner la boîte, dans ses évolutions. Et le dernier point que je voulais corriger, Robin, oui, on voit l'apparition d'analytic engineer, mais je ne pense pas que ce soit, hem, que on va dire que ce modèle avec analytic engineer, soit Répandu. le plus répandu, dans l'écosystème data non plus. Oui, Pour c'est moi, possible. Après, c'est plutôt une c'est nouveau. organisation et un poste naissant. Oui, c'est vrai que ce qu'il y a de plus répandu, je pense, ça reste plutôt le data engineer qui lui fait toute la chaîne et le data analyst, en revanche, qui est un peu moins sur la modélisation. Mais OK, très clair. Merci beaucoup. Et juste pour finir, donc c'est notre modèle actuel. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, on va pas faire évoluer cette approche et faire évoluer ce modèle. Parce que notre besoin sera différent, parce qu'on aura de la donnée structurée, qu'on va avoir un asset de données, qui va être relativement stable et qu'on va commencer à séparer ces 2 fonctions-là. Mmh. Hyper clair. Je vous propose qu'on passe à la stack. Du coup, Tanguy, donc effectivement, je t'ai pas présenté initialement, hein, mais Tanguy, donc senior data engineer chez Aircall. Est-ce que tu peux, peut-être nous présenter, la stack, dans les grandes lignes et également peut-être insister sur les spécificités, Aircall? Yes. Ouais, bien sûr. En gros, moi, l'axe que je vais prendre là pour vous parler un peu de notre stack et de ce qu'on fait niveau data engineering, c'est plus le fait que, comme Edouard l'a évoqué avant, c'est qu'on a des rôles spécifiques un peu différents pour les data analysts, data engineers que ce qu'on voit habituellement, et qui vient du fait qu'on a une équipe avec un seul data engineer pour pas loin de 15 data analysts. Et du coup, c'est vous présenter un peu comment on fait fonctionner de ça exactement, le fait d'avoir un ratio assez faible justement de data engineer par rapport aux analystes. Tout d'abord, via la stack elle-même. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les moindres détails de la stack. Là, on a un diagramme un peu exhaustif, mais je ne vais pas revenir sur tous les éléments. Mais on est quand même globalement sur une moderne data stack relativement classique avec des technos qui ont fait leurs preuves, qui sont répandus, utilisés assez largement. Je parle d'un data warehouse central comme Redshift, je parle d'un framework comme DBT qui va permettre aux analystes de développer eux-mêmes juste avec du SQL leur pipeline de données et la quasi-totalité des transformations de données qu'on fait.
Je parle d'outils d'ingestion tels que Segment et Fivetran qui vont permettre de très simplement pouvoir récupérer des données du tracking front-end, par exemple avec Segment, des données de différents outils tiers, avec Fivetran par exemple, comme les données de Salesforce, les données de Jira, Zendesk, Marketo, enfin tout un tas d'outils qu'on utilise en interne dans la boîte et dont on veut récupérer les données. La particularité qu'on a chez Aircall, c'est que globalement, on est une boîte très sur le cloud, forcément. Depuis le début d'Aircall, toutes les infrastructures sont hostées sur AWS, ce qui fait qu'on a quand même une équipe infra chez Aircall qui a une vraie expertise sur le cloud et sur AWS spécifiquement. Et du coup, il y a aussi cette particularité que les outils, notamment AWS qu'on utilise, tels que Redshift, tels que notre Airflow, qui est notre scheduler qu'on hoste sur AWS, ces différentes parties-là, on a un vrai soutien fort de l'équipe infra qui peut nous aider à maintenir de manière assez simple et efficace, sans trop demander de charge de notre part, ces différentes parties. Et l'utilisation des différents outils, Fivetran, Segment, tout ça, qui simplifient les tâches de tous les jours, qui normalement reviennent un peu traditionnellement dans l'escarcelle d'un data engineer, comme notamment énormément l'ingestion avec, je reviendrai dans un peu plus de détails dans la partie d'après sur ces trucs-là, mais ça simplifie énormément le travail pour la partie data engineering de ces outils-là, justement, pour enabler un peu les data analysts à faire preuve d'autonomie. Et du coup, ça, c'est la partie suivante. Tu peux passer à la slide d'après. Qui est donc le deuxième axe. Donc on a cette stack qui est solide, a fait ses preuves et qui nous permet de nous focaliser sur d'autres choses. Par exemple, et cette autre chose, c'est vraiment un peu infuser toute l'équipe, tous les data analysts avec vraiment une culture de data engineering qui va leur permettre deux choses. Dans une première partie, de les rendre beaucoup plus autonomes et dans une seconde partie aussi, de les rendre beaucoup plus sensibles et beaucoup plus à même de répondre à des topics de data engineering. Donc, pour la partie autonomie, une des particularités que Edouard a déjà un peu évoquées, c'est les data analysts chez Aircall ont de très fortes compétences techniques. Ils sont tous parfaitement capables d'écrire des pipelines assez complexes en SQL. Donc, le SQL vraiment ne pose aucun problème pour aucun de l'équipe. Et tout le monde dans l'équipe a au moins des connaissances, voire pour certains même un plutôt bon niveau en Python, ce qui leur permet aussi de faire preuve d'autonomie sur tout un tas de sujets qui généralement demanderaient l'intervention d'un data engineer. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, donc, du fait que les data analysts sont honneurs de leur pipeline de données. Et quand on dit honneur de leur pipeline, je parle de bout en bout. Grâce à notamment Fivetran ou Segment, ils sont honneurs de l'ingestion. Donc, par exemple, récemment, on a commencé à utiliser Zendesk chez Aircall. Et du coup, on avait tout un tas de données qui venaient de Zendesk qu'on voulait commencer à ingérer et à mettre dans notre data warehouse. Et du coup, grâce à Fivetran, qui permet de sync automatiquement cette nouvelle source qui est Zendesk à notre data warehouse Redshift, les analystes ont pu, par eux-mêmes, lancer ce sync. Donc, on commençait à répliquer automatiquement les données de Zendesk à Redshift. Via DBT, pouvoir commencer à faire les transformations de données, faire tout le modeling de données dont ils ont besoin. Et derrière, via Looker, qui est le tool de BI qu'on utilise, pouvoir faire tout le reporting nécessaire avec les données de Zendesk. Donc, on est vraiment de l'ingestion jusqu'au reporting, uniquement géré par les data analysts, avec une intervention quasi inexistante, à part pour quelques petits détails parfois de la part du data engineering. Donc ça, c'est pour la partie création de la pipeline, mais on pousse aussi le truc plus loin avec la deuxième section, avec une deuxième partie qui est la partie monitoring de ces pipelines. Non, c'est toujours la slide d'avant. Avec la partie monitoring de ces pipelines, dont les analystes sont aussi honneurs une fois que la pipeline est en place. Ça, on le fait notamment avec pas mal d'alerting qui est mis en place et surtout un tool qu'on a commencé à utiliser qui s'appelle Monte Carlo. Monte Carlo, c'est un tool de data observabilité. La data observabilité, globalement, ça permet, via beaucoup de monitors, de détection d'anomalies automatisées, de linéage de toutes nos pipelines de données. Ça permet d'avoir vraiment énormément d'informations sur l'état de santé global de nos pipelines. Ça permet d'avoir des informations de manière très proactive dès qu'il y a un problème sur une table, un problème, des anomalies de volume, par exemple, des anomalies de freshness. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être détectées automatiquement, que les analystes vont voir. Ils vont être notifiés en temps réel dès que ces incidents vont arriver. Et via différents éléments qu'on voit dans ce tool, ils vont être capables de
savoir être au courant d'où vient le problème, quel est l'impact du problème. Typiquement, ça nous montre dans Looker quels sont les dashboards qui vont être impactés si jamais il y a un problème. Et du coup aussi, ça permet aussi mieux communiquer, les analystes de pouvoir communiquer facilement aux stakeholders dès qu'il y a un problème, et aussi de pouvoir être beaucoup plus proactif et beaucoup plus rapide sur la résolution de l'incident. Et ça encore, du coup, on est sur vraiment de la résolution de problèmes de la data pure, ou le data engineering. Alors, ça m'arrive d'intervenir, mais ce n'est pas moi le responsable principal de ces choses-là. C'est vraiment les analystes qui sont en charge. Après, comme je le disais, il y avait aussi... donc ça, c'est la partie autonomie. Tu peux passer à la slide d'après. Et après, il y a vraiment plus une partie, en plus de l'autonomie, en supplément de vraiment les sensibiliser au data engineering, c'est-à-dire vraiment les rendre plus confortables avec pas mal de concepts de data engineering, plus à l'aise, et ce qui à la fois va leur permettre de soulager un peu mon rôle, notamment sur toute la partie alerting, mais aussi ce qui va leur permettre une meilleure compréhension de toute notre stack, de tout ce qu'on fait, et va globalement leur donner des outils supplémentaires pour eux mieux faire leur travail de leur côté. Je peux donner 2 exemples là-dessus. Le premier, c'est, j'ai parlé de DBT notamment à plusieurs reprises déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour DBT, on a une CI/CD qui est en place assez avancée, avec vraiment énormément de tests différents. Des tests qui vont tester les modèles, qui vont les faire tourner, qui vont s'assurer qu'il y a tout un tas de sort keys, d'éléments propres à Redshift, d'éléments propres à DBT qui sont vraiment vérifiés et qui marchent et qui sont solides. Et en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça oblige en quelque sorte les data analysts à être à l'aise et de comprendre vraiment comment fonctionne DBT, comment ça marche les rouages derrière. Et non seulement ça va enlever de la charge de mon côté parce que eux-mêmes sont à l'aise et ont moins besoin de mon assistance quand ça vient au développement de leur modèle. Et aussi, ils sont juste... leur modèle, au final, le travail qu'ils font sur DBT est de meilleure qualité parce qu'ils comprennent mieux comment ça marche. Ils sont plus sensibles sur des sujets tels que la performance des modèles, sur vraiment des détails avec ils savent comment faire pour éviter des doublons, pour éviter toute une sorte de problème assez facile à avoir quand on développe des pipelines de données. Un deuxième et dernier exemple que je veux citer, c'est ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur un document qu'on a en interne dans l'équipe qui globalement regroupe un peu toutes les erreurs qu'on peut avoir globalement, qu'on a à travers toutes nos channels de monitoring. Donc, il y a les erreurs liées au pipeline, dont je parlais un peu avec Monte Carlo, par exemple. Il y a les erreurs liées à Airflow, il y a les erreurs liées à l'infrastructure, il y a vraiment tout ce qu'on peut avoir. Et pour chacune de ces erreurs, on a vraiment une source, on a une explication sur ce qui a pu causer cette erreur et les étapes à effectuer, enfin, comment réagir quand ces erreurs arrivent. Et tous les analystes, ces derniers mois, ont dû passer pendant une période sur être honneur de toutes les notifications, toutes les alertes, et se servir de ce document pour essayer de réagir par eux-mêmes, réagir sans mon aide sur toutes les erreurs pour voir si ils étaient capables de le faire sans mon assistance. Et du coup, pareil, ça m'enlève un peu, parce que étant le seul data engineer, ça m'arrive par exemple de ne pas être là. Donc du coup, maintenant, je sais que quand je ne suis pas là, si je suis en vacances par exemple, et ben, en fait, je sais que les data analysts, grâce à ça, ont une compréhension de tout l'alerting qu'on a, de la stack, de comment ça fonctionne, et seront capables de réagir par eux-mêmes. Mais aussi, vu qu'ils ont cette meilleure compréhension de la stack, pour eux, c'est plus facile de comprendre les implications et les impacts que peuvent avoir tout ce qu'eux vont faire en termes de développement quand ils vont développer leur pipeline de données, par exemple. Et du coup, tous ces exemples que j'ai donnés, au final, ce que ça fait, c'est que les analystes sont plus autonomes, on a une stack sur laquelle on n'a pas besoin de passer trop de temps on n'a pas besoin de passer trop de temps sur la stack pour la maintenir. Et du coup, on peut se focaliser sur des sujets vraiment plus intéressants, sur des sujets plus long terme, notamment, je pense à pas mal de sujets de scalabilité de la stack, parce qu'il faut quand même penser à l'avenir et notre usage de la donnée qui grossit et ça a des implications. Et aussi, je peux passer plus de temps à mettre en place tout un tas de process et de travail fait vis-à-vis des analystes pour en continuer à les aider à eux mieux faire leur travail. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup Tanguy pour le partage. Je vois quelques réactions. Merci pour le partage de la stack, le DE en fait, coach DA sur la partie engineering. Ouais, un peu effectivement, il est beaucoup moins finalement dans le développement lui-même, mais plus dans la mise en place de la stack et puis des process ou un peu comme ce que les grosses boîtes en corpo, moi j'ai toujours mon côté corpo vu que je viens du monde du conseil, appellent souvent le centre d'excellence en fait, un peu
voilà, du data engineering. Je vous propose qu'on avance, parce qu'il est déjà 30 et je n'ai pas envie qu'on passe à côté de ce qu'ont préparé Marie et Iman. Et donc, voilà, donc, pas de questions. Je pense que c'était super clair, Tanguy. Merci beaucoup. Alors, du coup, on passe sur les projets. Donc, le premier projet, entre guillemets, donc c'est toi, Marie, qui va nous en parler. Donc, c'est comment la data et la voix du client chez Aircall. Donc, vous avez voilà, décidé d'en faire vraiment un sujet, on va dire, structurant au sein du département data. Curieux que tu nous en dises un peu plus. Ça marche. Bonjour tout le monde. Merci Robin pour l'invitation. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de l'équipe, la structure de l'équipe qu'Edouard a présenté tout à l'heure, mais du coup, moi, je travaille sur une verticale à part entière qui s'occupe des problématiques des équipes customer facing. Donc, sur tout le life cycle du client après le processus de vente. Et on travaille, une de nos missions en tant qu'équipe Customer Analytics, ça va être de porter la voix du client chez Aircall et à destination de ces équipes également qui sont en contact avec eux de manière très récurrente. Donc, c'est le sujet effectivement qu'on a décidé de creuser un peu aujourd'hui. Je veux bien que tu passes la slide d'après, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, Aircall, ça représente un pool de 15 000 clients. 15 000 clients, c'est beaucoup pour un groupe d'une soixantaine de success managers qui sont en contact direct avec eux. On est sur un ratio relativement impossible à maintenir sur une communication en one-to-one et impossible à prioriser également. Donc, l'équation à résoudre, c'est un peu comment faire pour permettre à ces success managers de gérer leur panel de 200, 300 clients chacun et prioriser les demandes et intervenir lorsque le client en a besoin pendant ces moments clés. Et nous, on croit très fortement que la seule solution scalable pour arriver à ça, c'est d'utiliser les données qu'on collecte, donc données qui viennent de plein de sources différentes, que ce soit du billing, de l'usage produit des clients, des tickets que les clients peuvent créer à notre équipe support, de tous les surveys qu'on a mis en place chez Aircall. Il y a pas mal de sources de données qui sont dispo et l'idée, c'est d'utiliser tout ça pour les mettre à disposition des success managers et à disposition d'Aircall aussi dans sa globalité, de manière à être présent dans les moments clés pour nos clients. Donc, on a différentes variables qu'on peut actionner à ce niveau-là. La première, ça va être dans la relation du client vers les success managers. Donc, comment faire pour adresser les problématiques des clients efficacement lorsque ce sont eux qui nous contactent ou qui contactent leur success manager en l'occurrence. Donc, on va travailler à comment optimiser ce service qui est réactif, comment faire pour écouter les besoins des clients au mieux et y répondre de la manière la plus efficace possible. Le deuxième axe, ça va être à l'inverse de pouvoir permettre aux success managers d'avoir d'offrir un service plutôt proactif à destination des clients. Donc, comment leur donner la possibilité d'anticiper les besoins de nos clients sur tout un panel de problématiques différentes pour pouvoir les conseiller en amont de leur sollicitation. Et le troisième pilier, ça va être plutôt au global pour l'entreprise d'enrichir au maximum la connaissance client et de permettre à toutes les équipes d'Aircall d'avoir une compréhension complètement holistique de notre base client pour pouvoir prendre des décisions stratégiques en se basant sur qui ils sont, de quoi ils ont besoin et où on veut aller avec eux. Donc, l'idée, c'est que je vais vous présenter un projet qu'on a mis en place sur chacun de ces 3 piliers. Premièrement, donc, au niveau de l'optimisation du service réactif, nos clients ont beaucoup de demandes data pour comprendre comment est-ce qu'ils utilisent notre produit, est-ce qu'ils l'utilisent de manière optimale, comprendre un peu mieux la performance aussi des utilisateurs chez eux qui utilisent le produit et pour eux, prendre des décisions en fait basées sur leur usage d'Aircall. Donc, Aircall, en tant que produit, offre
un produit d'analytics dont Edouard a parlé, notamment et sur lequel on a participé, qui permet aux clients d'avoir, une vision, globale de leur usage d'Aircall et de répondre à un certain nombre de ces questions. Mais on en a quand même beaucoup qui veulent aller au-delà de ça, et qui font appel à leurs success managers pour avoir un peu plus d'informations et répondre à certaines problématiques. Par exemple, on peut avoir des clients qui, vont avoir besoin de connaître tous les utilisateurs qui n'ont pas passé d'appel sur les 3 derniers mois, pour savoir, lesquels de leurs employés sont partis, mais où ils ont oublié de supprimer leur profil Aircall. Exemple, tout bête, c'est pas forcément une information qui est facile à récupérer sur le tool Aircall. Donc le client va faire appel au success manager, qui va avoir besoin de données pour répondre à cette question. Historiquement, ce qui se passait, c'est que le success manager faisait appel à l'équipe data, puisque nous, on a, un data warehouse qui contient l'entièreté des données qu'on récupère à l'échelle d'Aircall. Et nous, on récupérait l'information, qu'on redonnait au success manager, qui la redonnait au client. Ça, c'était un système assez peu efficient, de 1 parce que beaucoup d'allers-retours, entre le client, le success manager et nous pour essayer de comprendre quel était le besoin. De 2, des problèmes et des demandes qui étaient assez récurrentes et qui pouvaient revenir, assez souvent, pour un panel de clients différents. Et troisièmement, c'était généralement des problématiques data assez peu complexes et où nous, en tant que data analystes, formés, on avait assez peu de valeur ajoutée finalement, en termes de temps passé. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'autonomiser les équipes, customer facing et principalement les success managers, à répondre à ces problèmes data clients-là. Donc problèmes basiques, qui nécessitent simplement, d'extraire, un set de données, de notre produit. Donc c'est passé par 2 points principaux. Le premier point, ça a été, de les traîner sur, notre outil de BI, Looker. Donc on a passé un petit peu de temps à les onboarder, en live, mais aussi à créer des ressources pour eux, pour essayer de comprendre comment naviguer notre outil de BI, quel type de données était à disposition, où les trouver, et cetera, et cetera. Donc on parle vraiment d'utilisation basique, hein. On n'a pas fait d'onboarding intensif, sur, comment créer, ses propres ressources, pas pour eux. Mais au moins savoir naviguer et comprendre les données qu'ils regardent. Et le deuxième point sur lequel on a travaillé, ça a été de finalement créer un panel de ressources, utilisables en self-service, pour eux, pour répondre à ces problématiques. Donc plutôt en fait, que d'avoir un flow, demande client, success manager, nous, puis nous, on crée la réponse et on la remonte. On a créé des ressources «scalables» entre guillemets, qui sont réutilisables en fait et que les CSM auxquelles les CSM peuvent accéder n'importe quand, pour n'importe quel client, sur le set de problématiques un petit peu, classiques qu'on rencontrait. Donc ça nous a permis de gagner énormément de temps, et surtout, d'autonomiser, les success managers à pouvoir répondre seuls aux besoins des clients. Donc sur la partie réactif, ça a été notre principal projet. Le deuxième pilier est un petit peu plus complexe en termes, de mise en place, d'implémentation, et de framing également. Pour permettre d'avoir un service plus proactif, pour permettre au CSM d'avoir un service plus proactif, un des leviers qu'on a actionné, ça a été, d'utiliser, un de leurs outils l'outil principal de productivité qui s'appelle Tozango, qui est, moi je dis souvent un peu un équivalent de Salesforce, mais pour le success manager, qui globalement leur permet, de prioriser, leurs tâches, d'avoir, une vue globale, de leur, portefeuille de clients, et qui permet, également, et c'est une des valeurs ajoutées principales de ce tool, de mettre en place un système d'alerting, basé sur, la data et en l'occurrence ici sur la data d'usage produit. Donc ce qu'on a fait, c'est on a essayé de, sélectionner avec, l'équipe Customer Success tout un set de données d'usage produit qui pourrait être, intéressant de traquer, que l'équipe produit, traque, depuis,
plusieurs mois/années, et lesquels pourraient apporter de la valeur pour solliciter les clients et anticiper les besoins potentiels des clients. En utilisant ces données d'usage, on pouvait créer des alertes qui étaient déclenchées en fait par une évolution potentielle de ces données-là, et qui pouvaient permettre au CSM de prioriser son travail et de contacter les clients sur la base d'une observation d'évolution d'usage. Je vous donne un exemple. Ah, excuse-moi. Ouais, pardon. Bon. Je vous Non, donne un non, mais exemple parce vas-y. que je pense que ça fera plus sens. On observe qu'un client a son volume d'appels manqués qui augmente drastiquement sur les 30 derniers jours. Cette information est envoyée dans l'outil Totango, donc de productivité du CSM. Une alerte est mise en place pour qui est triggered à chaque fois que le volume d'appels manqués d'un client augmente drastiquement sur les 30 derniers jours. Cette alerte crée une tâche automatique pour le CSM en disant « Attention, tel client, son volume d'appels manqués a drastiquement augmenté. Peut-être que ça vaut le coup de les contacter pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour vérifier qu'ils n'ont pas un problème de setup, de l'outil ou qu'on ne peut pas optimiser tout le routing de leur ligne et de la distribution d'appels pour éviter ce pic d'appels manqués. Ça, c'est un exemple. On va avoir un autre exemple en dessous sur l'installation ou la désinstallation de features produits, par exemple. Une alerte qui est triggered quand un client installe une feature spécifique et qui dit au CSM contacte ce client pour l'onboarder sur l'utilisation de cette feature et lui permettre de l'utiliser de la meilleure des manières. Ça leur permet vraiment de prioriser la communication avec leur pool de 300 clients et de ne pas avoir à tous les appeler un par un et de vérifier chacune des données d'usage produit pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez eux. J'espère que ça fait sens. C'est hyper. Mais c'est très clair comme tu l'as expliqué, même si c'est un sujet assez complexe. Ouais. Et troisième pilier, et je vais faire vite parce que le temps file. Donc, enrichir la connaissance client. On a principalement ces derniers mois beaucoup travaillé sur l'analyse des raisons de risque ou de churn. Donc, le risque, globalement, on a un process côté success où quand le CSM pense que le client est à risque de churn, il le note. Nous, on récupère cette information, donc on est capable d'identifier les clients qui sont à risque de churn. Sauf que pendant des mois / des années, on ne savait pas vraiment pourquoi. C'est-à-dire qu'on était capable de dire, on a tous ces clients qui sont à risque de churn, on a tous ces clients qui ont churné sur la dernière année. Quelles sont les raisons principales? On ne sait pas. Donc on a fait un gros travail en collaboration avec plein d'équipes chez Aircall pour pouvoir récupérer cette information. Et nous, côté data, on a travaillé à consolider ces informations qui provenaient de plusieurs sources. Donc les QBRs directement du coup du Success Manager qui remplit la raison de risque ou de churn à la main dans leur outil Totango notamment, et les inputs qui proviennent aussi du survey de churn. Donc les clients peuvent désinstaller l'outil et quitter le service tout seul de manière autonome sur la plateforme, et ils ont un survey qui leur demande pourquoi vous partez. Donc on a aussi des informations qu'on récupère de ça. Donc on a fait un travail de consolidation de ces deux sources-là, d'automatisation des analyses pour pouvoir traquer au fur et à mesure de l'année si on a des raisons qui augmentent en termes de ratio, ou des raisons qui potentiellement diminuent, ce qui veut dire qu'on a fait du bon boulot globalement pour réduire ces problèmes-là à l'échelle d'Aircall. Et ces informations, on les a communiquées à l'entièreté de la boîte, ce qui permet en fait, ce qui peut permettre notamment côté produit de prioriser les initiatives, côté marketing aussi de
de savoir quelle partie du produit fonctionne, quelle partie fonctionne moins. C'est des informations qu'on a essayé de partager au plus grand nombre et qui sont traquées à l'échelle globale d'Aircall aujourd'hui. Je pense que je suis hors temps, donc je vais m'arrêter là. J'espère que c'était clair. C'est parfait, merci beaucoup Marie. Du coup, alors je ne sais pas s'il y a un petit temps de retard, mais je ne vois pas de questions remontées pour l'instant. Mais en tout cas, c'était très clair. Effectivement, ça fait pas mal de projets, hein. J'ai l'impression que tu t'ennuies pas chez Aircall. Et donc, on va passer donc à Iman, qui va nous présenter un peu comment la data produit est utilisée chez Aircall dans un usage AI, pour utiliser le buzzword. Donc, vas-y, Iman. Yes. Merci Robin. Je vais essayer de faire vite, comme ça on laisse du temps pour une Q&A après ça. Déjà encore merci pour l'invitation et merci aux auditeurs qui sont encore là avec nous. On peut passer directement à la slide suivante pour avancer. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement parler de l'organisation de l'équipe Product Analytics chez Aircall. Donc comme Edouard l'a mentionné au début, on est une équipe data centralisée. Ce qui implique aussi une centralisation de l'équipe Product Analytics. Donc concrètement, on ne va pas reporter à la même ligne de reporting que le produit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir collaborer étroitement avec le produit sans pour autant être imbriqué dans l'équipe. Alors, quels sont les avantages d'une orga comme ça? Donc, comme Edo en a parlé au début, Edouard, pardon, Edo pour les intimes. Il y a ça permet une grosse proximité avec le data eng, une proximité qui s'étend aussi aux data analystes et qui va influer notamment la consistance et la transparence qu'on va avoir dans l'usage de nos données. Par exemple, pour tout ce qui a trait à la définition des métriques d'usage produit versus business, comme Marie en a parlé avant. Et aussi, un troisième point, c'est la flexibilité qu'on a et l'ownership qu'on a sur les projets produits sur lesquels on va travailler, et aussi la possibilité de travailler sur des projets hors scope produit. Par exemple, des projets de data eng, notamment le quarter dernier, on a eu une product analyst qui a travaillé sur la mise en place d'un SQL linter pour régulariser la manière avec laquelle on code en SQL. À l'inverse, quels sont les inconvénients d'une orga comme ça? Le premier point assez important, c'est une collaboration complexifiée avec le produit. Comme je l'ai mentionné juste avant, on doit collaborer de manière très régulière avec l'équipe produit sans pour autant faire partie de leur équipe. Donc, d'un point de vue opérationnel, ça va se traduire en le fait qu'on ne va pas assister à leur stand-up, qu'on ne va pas forcément assister à leur meeting. Donc, il va falloir être très proactif de ce côté-là pour, d'une part, garder tout le contexte dont on a besoin sur le produit, aussi rester à jour sur les changements dans la roadmap produit, les priorisations, dépriorisations d'initiatives, etc. Et puis le deuxième point, ça va être qu'une orga comme ça, ça va encourager au final un modèle réactif de requête service où on va avoir des tickets qui sont ouverts au service desk et le product analyst qui va devoir y répondre. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter aujourd'hui. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, sur une note plus positive, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même réussi, même avec une orga comme ça, à surfer un peu sur les limitations qui résultent d'un modèle comme ça. On est allé se calquer sur l'organisation de l'équipe produit. Donc, on a réparti nos ressources, donc nos product analysts, en fonction des différents scopes produits. Ce qui va aussi résulter en un ratio assez rationnel au final, de 1 ou environ 2 product analysts pour 4 PM. Ce ratio-là va nous permettre en fait d'être très proactifs et moins réactifs dans la manière avec laquelle on va répondre aux demandes et orienter aussi du coup les demandes qui sont faites. Cette organisation-là va nous permettre de supporter le produit tout au long du cycle de développement, que ce soit de la partie discovery à la partie measure and learn. Donc ça va nous prendre environ 50% du temps qu'on dédie à travailler avec l'équipe produit, mais aussi à travailler sur des initiatives plus high level, plus impactantes. Par exemple, le monitoring de la performance produit,
les derniers quarters, on s'est concentré sur la mise en place et la redéfinition de scopes métriques produits qui vont être spécifiques à chaque partie du produit. Par exemple, redéfinir la notion de active user qui va être différente en fonction d'un scope produit à l'autre. Une deuxième initiative, type d'initiative high level sur lesquelles on va travailler, c'est des initiatives qui ont trait à la stratégie produit. Par exemple, à la mise en place d'un outil comme Harvester qui va permettre de collecter le feedback des utilisateurs du produit. Et c'est par exemple un type d'initiative qui va être drivé par l'équipe de Product Analytics. Maintenant, je vais vous parler d'un projet assez stylé, assez important qu'on a chez Aircall aujourd'hui, qui est Voice AI. Et avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner un petit peu de contexte rapide sur la manière dont le produit est utilisé par nos agents aujourd'hui. Donc concrètement, tu es un agent, tu fais partie d'une équipe de support ou de vente, tu vas émettre ou recevoir des appels de la part de tes clients. Donc, tu as grosso modo deux options qui se présentent. Soit tu vas effectivement prendre l'appel et éventuellement l'enregistrer, soit tu vas manquer cet appel-là qui va être redirigé vers le répondeur et ton client va te laisser un message. Donc, au-delà, en fait, l'initiative vient de l'idée qu'au-delà de pouvoir permettre à nos clients d'avoir une plateforme de conversation téléphonique, on veut aussi améliorer, faciliter et fluidifier tout le processus de traitement des appels qui sont reçus par ces agents-là. Et c'est de cette idée-là que vient l'initiative Voice AI, en fait, qui est un projet qui va viser à développer des fonctionnalités AI pour permettre justement un traitement intelligent des conversations téléphoniques. Concrètement, comment c'est fait? Aujourd'hui, on va justement transcrire les appels. Donc, on va prendre des messages audio ou des appels enregistrés et les convertir en texte pour permettre aux agents de rapidement pouvoir revoir leur conversation sans avoir à écouter tout l'appel qui a été enregistré ou le voicemail. Et aussi, sur le long terme, de pouvoir permettre un traitement automatisé pour tout ce qui est prise de notes, tagging, recommandation d'action, etc. Et aussi coaching. Donc là, je regarde juste, ça va, on est bon. Donc là, comme je vous ai parlé précédemment rapidement du fait qu'on couvre tout le cycle de développement produit, de la partie discovery à la partie measure, je vais vous parler de comment on a fait ça pour la partie Voice AI. Donc, tout d'abord, c'est important de mentionner que pour vous expliquer quelle est la valeur ajoutée du coup d'une équipe de Product Analytics sur une fonctionnalité comme celle-ci, qui au final, je ne pense pas l'avoir mentionné, mais on n'est pas du tout impliqué dans le développement du modèle d'apprentissage. Il y a une équipe de produits dédiés qui va s'occuper intégralement du développement en back-end et en front-end de la fonctionnalité de transcription. Donc, on peut se poser la question rapidement du coup, quelle est la valeur ajoutée d'une équipe Product Analytics sur un projet AI? La première chose, c'est qu'effectivement, comme vous pouvez vous y attendre, on va monitorer la performance du modèle, monitorer notamment toutes les métriques de performance qui sont liées à l'apprentissage, par exemple, tout ce qui est relatif au score de confiance, mais pas que. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup d'autres facteurs relatifs au succès d'une fonctionnalité qui sont à prendre en compte. C'est pas parce que le modèle est pertinent et robuste et performant que la fonctionnalité va être un succès. Il y a tout un côté interaction d'utilisateur avec la fonctionnalité, donc relatif au front-end, tout un côté onboarding, marketing, tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais justement pour lesquelles on est là pour supporter l'équipe produit. Donc, rapidement, les différentes tâches sur lesquelles on a pu travailler, donc notamment dans la partie discovery. On a accompagné les product managers et les product marketing managers dans la compréhension des utilisateurs, dans l'identification claire de leurs besoins et dans la validation et le sizing des problèmes et la définition des hypothèses associées. Par exemple, on s'est rendu compte qu'en moyenne, on a seulement un certain pourcentage de voicemail et d'appels qui sont enregistrés par les agents qui sont au final traités. Et donc, on a identifié comme une des solutions potentielles la transcription d'appels
qu'on va mettre au service des conversations dans le but d'augmenter la productivité. La deuxième partie, c'est le framing et build. Donc une fois qu'on a identifié la solution, l'idée c'est de bien la framer, de bien framer la solution qu'on va proposer. Donc une des tâches sur lesquelles on a travaillé aussi, c'était d'orienter l'équipe produit vers la langue sur laquelle il fallait se concentrer initialement. On a identifié qu'on a un gros pourcentage des messages vocaux et des appels enregistrés qui sont en anglais. Et donc, une des recommandations qu'on va faire, c'est de commencer par un modèle de transcription en anglais. Dans cette phase-là, on va aussi travailler sur tout ce qui est encore définition des métriques de succès, d'usage de rollout, mise en place du tracking produit avec les devs et sélection des premiers bêta users qui vont pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et enfin, pour la partie measure and learn, comme on l'a dit tout à l'heure, on va beaucoup se concentrer sur le monitoring de la performance, que ce soit la performance du modèle, le monitoring des métriques de succès qu'on a définies au préalable et sur l'usage, et aussi mettre un point d'honneur sur collecter le feedback de nos clients. Parce que là, ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, qu'on n'avait pas forcément avec, pour les autres qui ne sont pas basés sur un modèle au final probabilistique et pas déterminé, c'est que les modèles sont entraînés dans un contexte assez particulier et que là, une fois que la feature est lancée, on va être dans un environnement de production tout nouveau où on a beaucoup en fait d'incertitudes sur le comportement que va avoir le modèle dans sa réalité. Donc notre job ici, ça va être vraiment d'essayer d'être la voix encore des utilisateurs par rapport à leur usage du produit, par rapport à la compréhension qu'ils ont de la feature, par rapport à leur satisfaction vis-à-vis du produit, pour essayer de combler cette incertitude et conforter ou à l'inverse alerter l'équipe de R&D sur les manières d'améliorer le modèle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou si toi-même, Robin, tu as des questions. Je ne sais pas où on en est niveau timing. Il reste 2 minutes. Alors, il reste 2 minutes. Tac, tac, tac. Il y a quelques questions dans le chat. On va peut-être pas avoir le temps d'y répondre à toutes. Mais il n'y en avait pas sur cette dernière partie. Donc, je pense que tu as été très clair, Iman. Peut-être il y avait une question. La première question à laquelle on n'a pas eu le temps de répondre, c'était celle de Paul. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce webinaire. Est-ce que l'ownership de pipeline par chaque data analyst ne complexifie pas un peu votre architecture globale? On pourrait notamment penser que cela limite l'application du concept de single source of truth. C'est marrant parce que je m'étais dit la même chose effectivement sur comment du coup vous arriviez à gérer un peu l'harmonisation côté modélisation sans une équipe qui centralise un peu ça, quoi. Mais c'est juste que les data analysts peut-être collaborent entre eux. Enfin, je ne vais pas faire la réponse à votre place. Je peux donner un élément de réponse là-dessus. Je pense qu'il y a ça. Il y a forcément, en fait, il y a des pipelines de données qui vont concerner plusieurs sub-teams et plusieurs scopes différents. Et du coup, dans ce cas-là, oui, les data analysts vont collaborer pour justement faire fonctionner ça. Et après, sinon, en fait, généralement, les pipelines de données ont tendance à être vraiment splittés par scope, en fait. Typiquement, l'équipe Product Analytics a vraiment ses propres pipelines de données parce que Product Analytics, ils vont utiliser vraiment des sources de données généralement différentes que Customer, que Go-to-Market et tout ça. Et du coup, ça va un peu simplifier de ce point de vue-là. Et évidemment, il y a des recoupements. Et dans ce cas-là, oui, c'est les data analysts qui collaborent et moi qui interviens, parce que je reste un peu le référent technique aussi. Et donc, je peux intervenir pour aider à faire des choix et s'assurer qu'il n'y ait pas trop de choses qui se dédoublent dans nos pipelines. Ouais. Oui, ça, de ne pas recréer quelque chose qui en fait a déjà été fait par un autre data analyst et de faire le plus de reuse possible, même si je comprends bien que d'un scope à l'autre, c'est un peu séparé. Mais typiquement, DBT et le fait d'avoir une structure bien claire dans DBT aide beaucoup à avoir justement ce modèle-là, quoi. Ok, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas à tous et merci surtout à l'équipe Aircall. Dis-moi. J'ai eu un petit problème technique à un moment, mais je suis de retour et avec plaisir pour répondre à toutes les questions. Tu me les transfères et j'essaierai de faire le follow-up à la personne qui a posé la question. Génial, on organise ça. Et peut-être juste avant de conclure, je voulais vous partager. Donc ça, c'était la 2e édition. Donc l'objectif avec DataGen, encore une fois en collaboration avec Modern Data Network, c'est d'organiser des webinars comme ça
avec un objectif mensuel. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait, mais donc voilà, donc il y en aura d'autres. Si vous voulez être prévenu des prochaines éditions, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter DataGen. Donc, je vais vous partager directement dans le commentaire sur l'événement LinkedIn les deux liens pour s'inscrire à la newsletter DataGen. Et par ailleurs, peut-être aussi, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous inscrire au Modern Data Network. Peut-être, Edouard, je ne sais pas si tu veux rappeler ce qu'est le Modern Data Network en 2 secondes. Ouais, très rapidement, je ne pense pas que ce soit trop l'objet, mais c'est un réseau de partage autour de professionnels de la data. Vous pouvez trouver les informations sur LinkedIn et un formulaire d'inscription. Et en fait, c'est surtout une plateforme d'échange avec différents événements qui sont soit sponsorisés, soit organisés par le Modern Data Network. Okay. Mais l'idée, c'est faire vivre le monde de la data en France, d'une certaine manière. Génial, merci beaucoup. Et donc voilà, bonne soirée, merci beaucoup. Et merci Robin. Merci Robin, merci à tous. Bonne soirée, ciao.